février dernier, ont appelé à la candidature du président Paul Biya. Il y a une liste qui circule et ils sont nombreux, les enseignants d'université, qui souhaitent que le président Paul Biya soit candidat à la prochaine élection. Vous n'êtes pas dans cette liste, mais quel est le regard que vous mettez? Vous imaginez dans une liste comme celle-là. Il faut savoir que je suis, sans vouloir me vanter, encore que j'en ai le droit, je ne suis pas un bouffon. Vous savez, ça c'est de la bouffonnerie. Ceux-là sont des bouffons. C'est de la... Laissez-moi vous le dire. Le bouffon, c'est celui qui a initié cette liste. Je vais vous dire pourquoi il est un bouffon. Parce que près de 90% des personnes qui ont leur nom affiché sur cette liste n'ont pas donné leur consentement pour cela. J'ai pris sur moi, en tant qu'homme politique, bien évidemment, ce sont mes collègues, je les connais pour la plupart, j'ai fait un sondage en appelant même certains qui ont des hautes fonctions à l'université, et quand je leur parle de ça, ils se mettent à rire. Vous comprenez que c'est la bouffonnerie qui a été organisée, bien évidemment, par un universitaire, ou alors 2 ou 3 universitaires qui veulent Cette opération est conduite, je vais prendre sur moi, par le professeur Jean Gatsi, et la liste en question, on retrouve même les noms de certains qui sont décédés. C'est la preuve que c'est une bouffonnerie, c'est indigne d'un enseignant d'université. Bon, je ne sais pas le nom, je n'ai pas de preuves que ce soit lui, mais une chose est vraie, c'est que j'ai vu le nom de celui que vous venez de citer, comme j'ai vu le nom des universitaires, entre autres le chancelier des ordres académiques, ce qui laisse comprendre qu'étant un des turiféraires du régime et l'un des soutiens inconditionnels du président Paul Biya, il fait partie de l'organisation de ce que je considère comme étant une bouffonnerie. Mais alors, ce qui est gênant... Justement, qu'est-ce qui vous gêne dans cette affaire? Ce qui est plus gênant dans cette affaire, c'est que vous avez des universitaires, des citoyens, qui retrouvent leur nom dans une liste comme celle-là, et qui ne réagissent pas. Parce que justement, lorsque je parle à mes collègues... S'ils ne réagissent pas, c'est qu'ils sont d'accord. Non, mais c'est qu'ils ont peur. Beaucoup me le disent d'ailleurs. Comment? Ils ont peur des représailles. Parce que les représailles, il y en a. Lorsque on se rend compte que vous n'êtes pas un soutien au régime, ou alors que vous vous opposez simplement au régime, eh bien, il y a des représailles qui ne disent pas leur nom. Vous allez voir votre carrière qui va commencer à battre de l'aile, vous serez barré de la liste de ceux-là qui sont appelés à être... Vous voulez dire que vous avez des collègues universitaires qui ne peuvent pas assumer leur position parce qu'ils veulent protéger leur carrière. Et je dis que c'est très gênant. Eh bien, je me pose bien la question, comment est-ce que quelqu'un qui a réussi à faire un doctorat, vous savez ce que c'est qu'un doctorat? Lorsqu'on fait un doctorat, on doit avoir du respect, celui qui a atteint un niveau de responsabilité. À faire un doctorat, ce n'est pas forcément un problème d'intelligence, mais c'est une question de responsabilité. On peut s'assumer seul, parce que lorsqu'on fait un doctorat, on est tout seul face au monde. Même votre directeur, il n'est pas avec vous tout le temps. Vous avez devant vous, vous avez avec vous un sujet de réflexion que le voisin ne connaît même pas. Vous n'avez plus de camarades du tout. Vous êtes seul face à votre destin. Et vous bravez une étape aussi importante de la vie. Mais au-delà, vous réussissez à être recruté à l'université, ce qui n'est pas chose facile parce que on suppose que ce sont les plus méritants qui accèdent à ce haut temple du savoir. Vous avez réussi à braver parfois des grades de recruter. Vous devenez assistant. Assistant, vous passez au grade de chargé de cours. Ça veut dire que vous avez fait des efforts, vous avez travaillé. Vous êtes seul face à votre destin. Vous passez ce n'est donc du pas grade acceptable qu'ils entrent dans ce que vous appelez... Que quelqu'un se mette à avoir peur du monde, se mette à avoir peur d'un autre être humain, comme lui fut-il président de la République, ne puisse pas contester le fait que son nom ait été utilisé par des... Et sur moi, j'ai envie de sortir, mais comme sont des collègues, avec le respect, le minimum de respect que je leur dois. Mais il y a quand même des dizaines de noms sur cette liste-là. Mais je vous dis que la dizaines de peureux. Et puis, je vais vous dire, j'étais dans mon parcours politique, je suis passé par le RDPC. Et je sais comment se font les motions de soutien. Pour l'université, puisque nous en parlons, il suffit que
le chancelier des ordres universitaires demande aux scolarités de lui envoyer les listes des anciens des universités. On procède à un petit toilettage, évidemment. Lorsqu'on voit un Koumvondo, on se dit, ah, celui-là, il a une grande gueule. Si son nom ne peut pas paraître, d'ailleurs, il est déjà opposé au régime. On va barrer son nom. On va nettoyer en extirpant simplement les suspects. Ils ont ça comme ça. Et puis on balance la liste en se disant que, oh, c'est poltron. Personne ne va réagir. D'ailleurs, au sein du RDP, c'est comme ça que ça se passe. Même les motions de soutien que vous entendez claironner à longueur d'année à la suite de certains événements, ou lorsqu'il n'y a pas d'événement appelant à ce genre d'attitude ou d'activité. Mais on découvre ceux qui appellent au soutien d'un candidat, ceux qui font des motions de soutien, du moins, qui voient le nom, ils découvrent le nom dans les journaux mais ils en même temps que vous. Mais ils ne s'opposent pas parce qu'ils ont peur, ils paniquent, ils ont peur des représailles, ils ont peur, comme vous l'avez si bien dit, en langage bien camerounais, ils veulent voir les enfants guéris. C'est pour vous dire, vous voyez, lorsque vous voyez la vidéo de torture de Longuet, vous entendez, c'est très profond ce qu'il dit. Mais vous me torturez. J'ai souvent chanté pour Paul Biya, non? Mais vous me torturez. J'ai souvent chanté pour Chantal Biya. Ça veut dire que même si les artistes qui chantent pour Paul Biya, pour Chantal Biya, vous comprenez? J'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui vous gêne particulièrement? C'est parce que ces universitaires soutiennent Paul Biya. S'ils avaient soutenu un candidat autre que Paul Biya, est-ce que ça vous aurait gêné de la même manière? S'ils avaient soutenu par exemple le professeur Kamto ou même le professeur Koumvondo, ils sont libres de leur engagement politique. D'ailleurs, j'invite les universitaires à s'engager sur le plan politique. Comme moi, j'en suis l'exemple vivant. Parce qu'un universitaire, c'est un leader d'opinion, un leader de la pensée, un leader de l'intelligence. Et le monde doit être gouverné par les leaders, par l'élite. Et la première élite, elle se retrouve à l'université. À l'université, on est censé trouver ceux-là qui montrent le chemin aux autres. Mais lorsqu'ils se mettent en retrait, ceux qui ont les noms sur les listes d'appel à candidature, ils ne sont engagés nulle part. Je vis dans ce monde-là. Lorsque j'appelle un de mes collègues en l'évitant, prêchant pour ma propre chapelle, je l'invite au parti univers, il me dit non, non, moi je ne suis pas politique. Dites-moi comment une université peut être politique? Il doit avoir une pensée politique, puisque la politique, c'est tout ce que nous faisons tous les jours. C'est la gestion des affaires de la cité. Comment expliquer qu'un leader social puisse vous dire qu'il ne fait pas de la politique? Non, on doit la faire. Parce que c'est une affaire de gestion et de la cité. Et la cité doit être gérée par les intelligences que semblent incarner, ou du moins que sont censés incarner les universitaires. Mais ce qui est curieux, c'est que vous rencontrez un universitaire qui vous dit qu'il ne fait pas de politique. Je peux vous dire, certains ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ils disent qu'ils ne sont pas engagés. Ils ne veulent rien faire. Mais à se demander ce qu'ils font à l'université. C'est parce que c'est à l'université qu'on est appelé à travailler pour changer le monde. Peut-être parce qu'ils interprètent à leur manière l'école des écoliers, la politique aux policiers. Peut-être qu'ils interprètent ça à leur manière. Mais je ne partage pas cette façon de voir les choses. On apprend à l'école, tout est appris à l'école. On apprend tout à l'école. On apprend à faire la politique. Moi, j'ai appris à faire la politique à l'école primaire déjà, je me battais pour les chefs de classe et ça passait par des élections. Au lycée, je me battais pour les chefs de classe. De temps en temps, je ratais les élections. Il y a des moments aussi où j'étais élu chef de classe. Mais c'est à l'école qu'on apprend la vie de façon globale. Mais il y a beaucoup d'observateurs. Les mathématiques pour les mathématiques, l'histoire pour l'histoire. Non, on va à l'école parce qu'on va apprendre les choses qui doivent être utiles d'abord à soi-même en tant qu'être vivant en société, mais aussi on va à l'école pour apprendre et se mettre au service des autres. Alors, mais il y a beaucoup d'observateurs qui pensent que les universitaires en politique, ils sont qui sont à l'université pour eux-mêmes, pour le grade. Encore que ces grades-là, ces diplômes-là aujourd'hui, permettez-moi, j'y suis, hein. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Alors, il y a quand même des observateurs qui disent que les universitaires ne s'en sortent pas beaucoup en politique. Et ils disent même que le politique a fini par déshabiller beaucoup d'universitaires. Est-ce que vous faites le même constat? L'universitaire est d'abord un penseur.
L'engagement politique ne se limite pas seulement à être au-devant de la scène comme candidat à l'élection présidentielle, à l'élection municipale, législative, et que sais-je encore. L'engagement politique, c'est aussi parfois être en retrait pour apporter la lumière à celui qui est dans le feu de l'action. C'est un engagement. Vous voyez, c'est gênant de parler de soi. Je suis un universitaire. Et vous voyez mon parcours politique. Élection présidentielle, qu'est-ce que je fais? Je me mets en retrait et je travaille derrière un candidat. J'ai une pensée politique. D'ailleurs, avant l'émission, je vous ai invité à aller consulter la pensée politique du parti Univers à travers son site internet. Il y a une pensée politique. Et nous invitons les uns et les autres à aller s'abreuver là-bas pour savoir ce que pense le parti Univers. D'ailleurs, il faut dire, tout à l'heure, je crois que nous en parlerons, le candidat Kéré Mouna, nous en avons discuté. Il a apporté du sien en termes de pensée politique. Le parti Univers qui va l'adouber pour l'élection présidentielle, qui va porter sur le plan juridique sa candidature, même s'il faut le dire. C'est une candidature qui est portée par une coalition de partis politiques. On va arriver justement à cette candidature d'Akere Moula. C'est pour dire, il faut revenir à l'intellectuel. L'intellectuel, quel que soit son secteur d'activité, de réflexion, de recherche, parce qu'on fait d'abord de la recherche, quel que soit le domaine dans lequel il se trouve, il doit se poser une question. Qu'est-ce que j'ai apporté à ma société? D'ailleurs, parmi les missions de l'universitaire, il y a la recherche, il faut aller chercher la vérité, il faut aller chercher à changer le monde, s'interroger pourquoi les choses vont si mal, pourquoi il y a la boue à Yaoundé, pourquoi il y a la poussière à Yaoundé, pourquoi il y a la poubelle à Yaoundé, réfléchir. Et partager le fruit de ces réflexions, c'est ce qu'on appelle l'enseignement. Je cherche, j'enseigne. Mais il y a un autre volet qu'on semble parfois oublier de missions d'universitaires, c'est l'appui au développement. Et cet appui au développement, on peut le faire dans le domaine de la politique. On vit appui au développement. On est spécialiste de sciences politiques, on apporte son appui au développement. On peut être spécialiste de l'histoire, de la géographie, on peut être spécialiste des mathématiques et on s'interroge. On apporte son appui au développement. En quoi les mathématiques dans lesquelles je fais des recherches, en quoi les mathématiques que j'enseigne peuvent être utiles au développement de ma société. Voilà les missions de l'université. Mais ces universitaires qui sont en retrait, à la recherche des diplômes, à la recherche des postes de responsabilité, des postes administratifs, mais pour moi c'est une aberration. Faut-il vous dire que moi je prêche par exemple. Depuis bientôt 10 ans, j'ai abandonné un poste bidon de chef de la cellule spéciale de contrôle avec rang de directeur. Ça relève de l'université. Ça relève de l'université. Vous savez, ça veut dire que des professeurs titulaires à l'université qui se retrouvent en train de chercher des postes de chef de bureau, de chef de service. Non, les postes qui devaient revenir aux universitaires, à l'université, sont connus. On est recteur, on est vice-recteur, on est chef d'établissement ou adjoint, on est chef de département, on est chef de laboratoire. C'est quoi cette affaire d'universitaire qu'on retrouve chargé de la scolarité? Mais mon Dieu, il y a des administrateurs scolaires universitaires qui doivent occuper des postes de ce type-là. Un universitaire, s'il n'a pas de poste administratif comme ce que je viens de citer, mais il se concentre à la recherche, à l'enseignement, à l'appui au développement. Donc honte! J'ai envie de dire ça comme ça, à ces universitaires qui courent après des postes de chef de service au ministère. Alors, on ne vous sent pas, vous les universitaires, on ne vous sent pas très solidaires. Mais attendez, vous on parlez de moi très solidaires, les universitaires. Pourquoi il n'y en a pas? C'est moi que derrière vous parlez de solidarité. Moi, je suis au Couvendor. Pourquoi ils ne sont peut-être pas derrière Couvendor? Pourquoi on ne voit pas? Je vous ai dit que c'est parce qu'ils ont peur. Un regroupement d'universitaires pour parler politique, pour proposer politique avec la science que vous maîtrisez. En vous disant qu'ils ont peur. Ils courent après des postes de chef de bureau, de chef de service. Il ne viendra pas au parti Univers, tout simplement parce que si on le voit avec ce qu'on appelle opposant, il comprend qu'il n'aura plus jamais de carrière administrative. Je dis souvent à certains, si vous voulez faire de l'administration, vous voulez être administratif, mais pourquoi êtes-vous venu à l'université? Il lui fallut aller
à l'école où on forme ceux qui sont chargés d'administrer des choses dans des administrations publiques. Pourquoi devenir docteur, chercher à être maître de conférence, professeur, pour se retrouver à un minable poste de chef de service? Mais bon, j'ai essayé pour voir un petit peu de quoi il s'agissait, mais après j'ai claqué la porte. Alors, encore que quand vous êtes dans ce système, vous êtes un subordonné de bas étage. Alors, pour sortir de ce volet, une politique parfois pour laquelle vous n'êtes pas en accord. Pour sortir de ce volet des universitaires, on a vu des docteurs PhD assis à même le sol il y a de cela quelques semaines parce qu'ils revendiquent des recrutements dans des universités. Quel regard vous jetez sur cette attitude, soit de ces universitaires, soit de l'État qui semble ne pas trouver suffisamment de place pour les universitaires? Lorsque je vois ça, j'ai envie de vous dire mon sentiment profond, j'ai honte d'être universitaire. Expliquez-moi comment quelqu'un qui est présenté comme un génie, parce que faire un doctorat, cela suppose qu'on est un génie. Un génie incapable de trouver des solutions à ses propres problèmes, parce que ça commence là. Si vous êtes un génie, rien ne devrait vous dépasser quand il s'agit de trouver d'abord des solutions à votre propre vie. Qui a dit aux uns et aux autres que la place du diplômé, du docteur, puisque vous parlez de docteur, c'est absolument aller enseigner à l'université. Lorsque on atteint ce niveau d'intelligence, on doit pouvoir réfléchir. Et en réfléchissant, on apporte des solutions aux problèmes qui se posent à la société, bien évidemment après les avoir détectés. On est donc utile quelque part. Il suffit donc d'utiliser son savoir, son intelligence et mettre tout cela sur la table, sur cette table où on offre des services à la société et la société vous donnera la contrepartie qui vous permettra de vivre. Et cela ne se passe pas seulement à l'université. Au contraire, c'est plutôt l'université qui devait courir après un docteur pour lui dire de grâce, on a besoin intelligence, on n'a plus besoin. Et l'université docteur devrait, pour dire le langage camerounais, devrait crâner en disant attendez-moi après-demain. Mais ça veut dire que vous comprenez pourquoi ces universités tambourinent sur l'État. Ces universités couchées à même le sol. J'ai envie de me poser la question, comment ils ont fait pour être docteur? Mais mon Dieu! C'est à tort qu'ils tapent sur les doigts de l'État en disant que l'État affiche son incapacité à les recruter. L'État est-il le seul employeur dans ce monde? Non. L'État a-t-il vocation absolument à employer des intelligences de ce niveau-là? Non. Lorsqu'on a une intelligence de ce niveau-là, on doit pouvoir voler de ses propres ailes. Et je pense que si des docteurs sont incapables de voler de leurs propres ailes, il faut s'interroger sur le doctorat qu'ils ont. Vous savez qu'ils sont nombreux dans ces pays qui ont des papiers sur lesquels il est inscrit doctorat. Je ne parle pas seulement de doctorat. Je parle aussi de la licence, je parle du baccalauréat, je parle des masters et consorts. Des masters. Vous avez parfois quelqu'un qui vous dit qu'il a un master. Il est incapable de tenir un raisonnement cohérent. Il est capable parfois en français ou en anglais de former une phrase sujet, verbe, complément. Et puis vous vous demandez, mais celui-là... Bon, évidemment, nous sommes Camerounais, nous savons très bien comment les diplômes s'obtiennent aujourd'hui. Et même, je vais vous dire, l'université aujourd'hui, les recrutements. Je regarde du côté de l'université et j'ai envie de vous dire quelque chose pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Au dernier recrutement, vous savez, à l'université, c'est nous qui recrutons nos collègues. Voilà. Au dernier recrutement, à l'université de Gaoundé, voilà que je cite le nom de l'université. Oui. À la faculté de sciences juridiques et politiques, au département de droit privé. Je suis enseignant au département de droit privé. Il y a près de 15 candidats au recrutement pour une place au département de droit privé. D'abord, le recteur, dans une attitude, il crée arbitrairement, j'ai envie de dire, pour être violent, frauduleusement, une commission qui n'existe nulle part dans les textes. Il crée une commission, y mettant ses copains, ses amis de la faculté et d'ailleurs. Ils créent ces structures-là et ils font leur petit jeu.
Évidemment, je ne suis pas appelé à cette instance-là, mais je les attendais au niveau du... parce qu'en ma qualité de professeur titulaire, je suis membre du conseil de faculté. Au conseil de faculté, on se trouve avec un classement. Il y a un étudiant, un candidat, je veux dire, docteur, qui caracole. Il est le premier, c'est-à-dire le genre qu'on dit premier sans deuxième. Sans deuxième. Et on ouvre un débat pour savoir s'il doit être recruté. Je dis, mais mon Dieu, je tape du poing sur la table, je dis, mais c'est pas possible. Il est premier, on prend le premier. Non, vous savez, on cherche les équilibres. Qui a les équilibres. Mais je dis, il n'y a pas d'équilibre, il y a une seule place et le premier prend la seule place. Je peux vous dire que partant de la faculté, pesant du tout le poids qui est le mien, vous pouvez en douter que j'ai du poids à ce niveau-là, parce que vous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Oui. Je pèse de tout mon poids pour que ce candidat-là soit recruté, parce qu'il est le meilleur. Et les dossiers vont à la commission qui est présidée par le recteur. Résultat des courses, on recrute plus de 15 personnes. Parmi les personnes recrutées, il y en a qui n'ont jamais déposé de dossier. Parmi les personnes recrutées, on trouve des personnes qui viennent d'autres administrations, parfois retraitées déjà. Il y a un qu'on a recruté, il a 58 ans. On laisse le brave candidat qui a moins de 30 ans, c'est-à-dire remplissant les conditions d'âge, premier lorsque nous avons étudié objectivement au niveau de la faculté. Mais plus encore, ce qui est grave, c'est que celui-là n'est même pas recruté. Quand je vous dis des choses, j'ai des preuves là-dessus. On a envie de penser que l'université va mal. Ça va mal parce que tout le Cameroun va mal. Vous pensez que s'il y a les poubelles à Yaoundé, vous pensez que si nous vivons tous ces problèmes... bon, nous allons revenir au fur et à mesure que vous poserez les questions. Ce n'est pas l'université. L'université camerounaise n'est pas en dehors du Cameroun. Est-ce que vous voyez? Vous retrouvez donc des gens comme ça à l'université. Et dans ce recrutement dont je vous parle, on privilégie des personnes qui ont le master et on laisse de côté ceux qui ont un doctorat. C'est pas croyable ça. Et je vous le dis, et je regarde le recteur de Ngaoundéré droit dans les yeux. C'est pas croyable. Et je lui dis, monsieur le recteur, ce que vous n'avez fait là n'est pas bien. J'ai porté toute cette affaire à sa connaissance. J'ai écrit à monsieur le recteur de l'université de Ngaoundéré. Je continue à attendre la réponse à la correspondance que je vous ai adressée, dénonçant ce que j'ai considéré comme une fraude au recrutement à l'université de Ngaoundéré. Vous comprenez? Je le dis pour vous dire que l'université est pourrie autant que le Cameroun est pourri. Ce n'est pas exagéré que je le dis. Il suffit de passer dans la ville Yaoundé, vous comprendre que, au propre comme vous figurez, le Cameroun est entré en putréfaction. C'est quelqu'un avait dit un jour, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Yaoundé ne respire pas. Et donc le Cameroun ne vit pas. Quasiment mort. D'accord, on va tourner la première demi-heure de notre entretien qui parle justement des universitaires qui s'engagent ou pas en politique, mais on a dit un mot sur l'état de santé de façon globale de l'université. Nous précisons que le recteur de l'université de Ngaoundéré qui nous écoute certainement a la possibilité de réagir par un droit de réponse. Monsieur le recteur, je vous ai envoyé une correspondance en dénonçant la fraude dans les derniers recrutements à l'université. J'attends, je parle devant tout le monde, devant des millions de correspondances-là qui existent. Une réponse est attendue. Vous avez la possibilité également. Et la réponse du ministre de l'enseignement supérieur, parce que la copie de cette lettre a été adressée à Famille Dongo. Je lui ai remis cette correspondance à main propre. Je vous le dis, mais je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Monsieur Famille Dongo, monsieur le ministre, au lieu de faire des appels à candidature, j'attends aussi que vous réagissez face à la correspondance que je vous ai adressée, dénonçant la fraude dans le recrutement à l'université. Et ce n'était pas la première fois. Je suis à l'université depuis bientôt 30 ans. Et ça a toujours été comme ça. Vous comprenez pourquoi l'université est pourrie comme le Cameroun. D'accord, on va tourner justement après la première demi-heure. Je précise que le numéro est désormais affiché. Vous envoyez vos messages par SMS ou par SMS WhatsApp. Et les questions sont adressées à notre invité, le président national de l'Univers, le professeur Prosper Nkou Vondo, dont le parti L'Univers ne sera pas
absent à la prochaine élection présidentielle, parce qu'on l'a appris, et on l'a d'ailleurs reçu sur ce plateau.